Alors Céline, vous aviez carte blanche pour choisir les 3 actus du mois qu'il ne fallait pas louper selon vous. Et alors déjà, merci parce que vous nous faites grâce. On ne va pas parler de la grande dissolution dont tout le monde commence à avoir un peu marre. On va commencer par un sujet un peu technique mais qui finalement concerne pas mal de monde. C'est un arrêt de la Cour de cassation sur l'indécence d'un logement. Oui, ça date du mois dernier, le temps passe vite, mais oui, c'est ça. En fait, jusqu'à maintenant, nos politiques nous disaient par rapport à la décence du logement, hein, on fait référence aux critères DPE, à la lettre DPE. Le diagnostic de performance énergétique. C'est ça, du logement, donc a été introduit par la loi climat et énergie en 2019. Et donc c'est à partir de là que, suivant le DPE, votre logement bascule du jour au lendemain, c'est bien ça le problème, de décent à indécent. Et jusqu'à maintenant, on nous disait, vous inquiétez pas, dès lors que vous avez contractualisé, donc signé le bail, alors que votre logement est décent, il ne va rien se passer pendant la partie du bail en cours. Il y aura un sujet qu'au renouvellement du bail ou en cas de changement de locataire. Alors que cet arrêt de Cour de casse nous dit pas ça du tout. Il nous précise que la décence, le logement doit être décent à l'entrée du bail et tout au long de la vie du bail. Donc ça emporte des conséquences très lourdes en l'état actuel. Et donc on espère que la nouvelle mouture législative gouvernementale qui va arriver, pardon, j'en parle un petit peu du coup, mais peut-on vraiment l'éviter en même temps et fera quelque chose par rapport à ça parce que l'enjeu est gravissime. Précisions. On rappelle, il y a un peu plus de 5 millions de passoires thermiques en France. La loi climat et résilience imposait une interdiction progressive à la location des passoires. On connaît le calendrier, mais je l'ai quand même noté parce que moi, j'arrive jamais à le retenir. 2025 pour les logements classés G au niveau de leur DPE, 2028 pour les F et 2034 pour les E. Ça veut dire que, si je comprends bien, cet arrêt de Cour de casse, c'est dit aux propriétaires qui louent un logement, une passoire thermique qui est indécent. Là, ils doivent s'activer pour pouvoir éviter cette échéance. Oui, et puis clairement, ça veut dire que là, aujourd'hui, vous êtes propriétaire d'un appartement classé G, vous contractualisez, vous faites un bail aujourd'hui, tout va bien. Au 1er janvier, donc du jour au lendemain, il passe indécent. Nous, on passe à la deuxième actu, Céline, c'est la BCE qui est critique envers les banques françaises. Vous avez relevé 2 communications de sa part. Et la première communication, c'est un rapport publié en mai dernier. La BCE reproche aux banques françaises de ne pas suffisamment intégrer les évaluations des biens immobiliers dans l'octroi de crédits immobiliers. Ce rapport, il dit que 40% des crédits immobiliers européens ne respectent pas cette directive européenne. Oui, alors la directive européenne, c'est celle de 2016 qui a été instaurée pour apporter plus de transparence, d'accompagnement auprès des emprunteurs. Donc c'est cette directive notamment qui a installé les heures de formation obligatoires, qui a instauré la possibilité de faire des missions de conseil en intermédiation bancaire, décorrélées de l'obtention du crédit. Et donc cette directive spécifie aux banques que si, dans leur processus d'octroi de prêt, elles estiment qu'il est nécessaire de faire une évaluation du bien immobilier qu'elles financent, alors à ce moment-là, cette évaluation devra être faite par un expert immobilier indépendant du processus de prêt. Donc déjà, ça n'oblige pas les banques à le faire. Et là, en fait, on met le doigt sur une particularité des banques françaises, c'est-à-dire qu'on a cette force que nos banques, ça nous enquiquine des fois, mais que nos banques prêtent en fonction du taux d'effort, donc combien j'ai de charges par rapport à combien je gagne, et non pas par rapport à la valeur hypothécaire du bien. Et puis, on est en taux fixe et pas en taux variable. Donc ça, c'est vraiment 2 particularités françaises. C'est l'exception bancaire française, il y avait l'exception culturelle et une exception bancaire française. Et ça fait notre force. Donc, c'est un peu bizarre qu'elle nous cible comme ça par rapport à ça. Et puis, l'autre problématique quand même, c'est qu'on nous dit de faire appel à un expert immobilier. D'accord, mais le texte de loi qui définissait ce qu'est un expert immobilier a été abrogé à la publication de cette directive. Et donc aujourd'hui, l'expert immobilier n'est pas défini par la loi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si passer par un agent immobilier ou un évaluateur externe, c'est suffisant. Ça veut dire que, à mon sens, au regard des textes de loi en vigueur actuellement,
tout le monde peut être expert immobilier. Je ne remets absolument pas en cause les compétences qu'ont les experts immobiliers qui travaillent et qui le font correctement. Mais le fait que ce ne soit pas un statut protégé, ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde, ce n'est pas défini dans la loi. Hormis l'évaluation des biens immobiliers, il y a également le risque climatique que les banques doivent intégrer. Et ça, pareil, la BCE leur reproche de ne pas le faire assez. Oui, mais ça date en fait d'un catalogue de recommandations qu'elles ont édicté en novembre 2020, où elles demandent aux banques de tenir compte de leurs risques climatiques et environnementaux dans leur portefeuille de prêts. Et donc clairement, la BCE demande aux banques d'évaluer le risque climat dans les prêts qu'elles octroient, y compris aux particuliers acquéreurs de biens immobiliers. Parce que justement, ça touche beaucoup plus, ça touche beaucoup plus les emprunteurs, cette problématique-là. Ça touche les emprunteurs et toutes les catégories d'emprunteurs, puisqu'on va aller aussi bien de l'acquéreur pour sa résidence principale à l'investisseur. Alors déjà, aujourd'hui, ça se traduit par le fait qu'elle demande pour un certain type de projet d'avoir non seulement l'apport personnel, mais également l'épargne nécessaire pour faire les travaux de rénovation énergétique, a fortiori quand il s'agit d'un bien individuel où on a l'audit qui mentionne clairement la fourchette des travaux à faire. Et puis, il y a aussi autre chose qui va aller dans ce sens-là. Pareil, c'est passé inaperçu. Décidément, on se raconte plein de trucs aujourd'hui. En mars 2023, le Parlement européen a fait passer une loi pour les propriétaires occupants. Et donc, en leur disant qu'il fallait qu'ils atteignent un certain DPE. Alors, j'ai mes notes. DPE E en 2030. Ou D en 2033, donc c'est quand même demain, et que si le DPE n'était pas atteint, eh ben, la valeur de la vente de la résidence principale serait donc minorée du montant des travaux à effectuer. Donc c'est pas du tout anodin. Et on passe à la troisième actu, Céline, et ça j'avais très envie d'en parler avec vous, c'est FPF, l'association Financement Participatif France, qui représente donc les acteurs du crowdfunding, qui rejoint France FinTech. France FinTech, qui est l'association qui regroupe l'ensemble des FinTech, des startups de la finance, dans plusieurs domaines. Je voulais en parler avec vous, Céline, parce qu'on ne le sait pas forcément, mais vous êtes à l'origine du tout premier contrat cadre de convention partenariale entre les CGP et les acteurs du crowdfunding. Alors déjà, félicitations Céline pour ça, mais c'est surtout qu'est-ce que finalement ça vous inspire, cette intégration de FPF à France FinTech? Alors déjà, donc pour rebondir sur le contrat de place, effectivement, j'ai été un petit peu la cheville ouvrière, j'ai fait le lien plutôt. Voilà, ceux qui ont véritablement travaillé, c'est FPF, c'est le cabinet d'avocats Kramer-Levin et puis c'est l'Anacofi, parce que ça nous semblait important que toutes ces parties prenantes, d'autant plus qu'elles le voulaient, puissent travailler ensemble. Par rapport à ce rapprochement, si on le voit de l'extérieur sans connaître les chevilles ouvrières pour le coup à l'interne, on pourrait se dire que oui, ça peut être risqué, peut-être que le financement participatif pourrait être noyé. À regarder les gens qui œuvrent depuis des années dans FPF, il me semble qu'elles pourront œuvrer encore mieux. Elles auront plus de moyens, c'est ce que disait Florence de Montpellier. Elle aura plus de moyens. Si on regarde plus spécifiquement le crowdfunding immobilier, on voit qu'en ce moment, le marché est face à il subit de plein fouet le retournement des marchés immobiliers. Et il y a également des critiques de la part d'investisseurs qui critiquent finalement une gestion commerciale qui peut être un petit peu compliquée, un manque de rigueur parfois dans la sélection des dossiers, pas mal de pommes pourries finalement. On s'attend à une forte remontée des taux de défaut. Comment aujourd'hui ce secteur est en train de vivre ce moment un peu charnière finalement? Beaucoup de questions en une là en fait. Alors déjà, le passage au statut européen, ça a auto-sélectionné un certain nombre de plateformes puisqu'elles étaient plus d'une quarantaine en immobilier, soit de façon accessoire, soit de façon principale. Aujourd'hui, je crois qu'elles sont 27, donc allez, on va dire 30, ça fait quand même un gros tiers. Donc un gros tri là en fait. Et oui, parce que le statut de prestataire en service de financement participatif, le PSFP européen, c'est un vrai agrément. Donc, ils sont sévères dans l'octroi de cet agrément, dans la gestion des conflits d'intérêts, dans la gouvernance, etc. Après, quand j'entends des gens qui disent oui, mais le secteur est en difficulté, il y a des pommes pourries, il va y avoir des défauts. Oui, il va y avoir des défauts, mais c'est normal que les défauts augmentent. Quand le marché de base qui est l'immobilier, les défauts augmentent.
Quand vous êtes promoteur immobilier, vous avez fait un business plan il y a 4 ans et les donnes ont quasiment changé tout au tout, c'est compliqué de sortir dans les mêmes conditions. Mais il y a également des critiques sur un problème de sélectivité, c'est-à-dire qu'au-delà d'effectivement de certains promoteurs qui ont pu subir le retournement, il y a également des promoteurs qui, dès le départ, n'auraient pas dû être financés au regard de leur bilan ou du bilan de l'opération en question, ou même des marchands de biens, puisque là, c'est encore un peu des opérations différentes. Alors, il est possible que sur les 1500 projets financés, il y en ait 3, 4, 5 où il y ait de l'humain qui a été pris en compte ou une data qui n'a pas été vue. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, je ne dis pas qu'il n'y ait pas à un moment une équipe qui a moins bien fait son job que d'habitude. Moi, ce que je vois globalement, c'est que quand on œuvre dans un marché, forcément, on va subir les contraintes de ce marché. Ce que je vois, c'est au fil des années que les plateformes ont grandi en fait avec la réglementation qui s'imposait à elles et ont encore accentué leurs compétences et leur mise en œuvre de moyens. Et diversifier leur offre, parce qu'il y en a beaucoup qui font plus Elles ont diversifié leur offre, elles ont augmenté, à mon sens, leur sélectivité. Mais le problème, c'est quand on regarde dans le rétro, c'est toujours plus facile. Hein, mais quand on regarde étape par étape et qu'on se dit « Ah là, on a passé un cap, ah là encore un autre cap, et là un autre cap », ça ne va pas empêcher les défauts et les faillites. Vous me rappelez la promesse de rendement ? Je crois qu'on est un peu plus au plus de 9% en moyenne. Alors ça, c'était ce qui était, parce que c'est acté les années dernières. Et là, les projets qui sortent, on est en tour de 11, parce qu'elles ont pris en compte la prime de risque, la nouvelle prime de risque, avec l'augmentation des taux, enfin tout l'environnement financier et conjoncturel, macro et microéconomique. Donc, vous ne pouvez pas penser qu'il n'y aura pas de risque avec une promesse de rentabilité à 11. C'est qu'il peut y avoir du défaut.